Et bonjour à tous. Donc voilà, je voulais faire une vidéo en fait sur Warhammer. En fait, ce qui est particulier dans le cas de Warhammer, c'est que bon, il y a le prochain jeu Warhammer qui va sortir là, euh, le Space Marine. D'ailleurs, je peux hop, mettre ça. On verra ce que ça donne. Il y a eu les Dawn of War, ces jeux-là. Euh, bon, comme ça en feeling, c'est un jeu que j'aimerais bien faire, c'est un jeu que j'aimerais faire en let's play. Mais ce qui est drôle dans le cas de Warhammer, c'est qu'à mon sens, pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de jeu Warhammer qui retranscrit la magie éprouvée quand on joue à Warhammer. Moi, Warhammer, c'est très clairement un jeu, je pense, on peut jamais dire, faut jamais dire jamais, mais je pense pas que je vais rejouer à Warhammer. Euh, mais parce qu'en fait, pour moi, Warhammer, c'était pris comme dans un flow. C'est-à-dire qu'il fallait apprendre les règles, il fallait... En fait, c'est tout un écosystème, en fait. C'est même pas uniquement que ça rentrait dans le cadre de mon adolescence, ça rentre dans tout un système. C'est-à-dire quelqu'un qui me dirait à 30 ans, il joue à Warhammer parce que il est dans ce délire-là, il a du temps, il se met à peindre, il a besoin de s'évader par la peinture, il a le budget, il a des amis pour, il a le magasin pour, ça m'étonne pas en fait. C'est juste il faut tout d'un coup que ça soit dans un flow. Moi, je suis plus dans ce flow-là. Mais Warhammer, c'est quand même une sacrée émotion. J'ai le souvenir, rien que le manuel, rien que la boîte en fait. La boîte, le jeu de base Warhammer 40 000 d'ailleurs, pardon, avec les Eldar. Waouh, rien que le visuel, la boîte un peu carrée, le manuel qu'il fallait amener en vacances. Moi, j'étais pas forcément un grand lecteur au départ. J'aimais jouer aux jeux vidéo, j'aimais les images, la télé, et je lisais en gros ce que j'aimais lire, quoi. Donc du coup, il y a des livres que voilà, je prenais plaisir à lire. Tout d'un coup, Le Seigneur des Anneaux ou quoi. Et c'était souvent des choses reliées à l'imaginaire. Mais Warhammer, il y avait beaucoup de choses, quoi, parce qu'il y avait le plaisir, en fait, de lire le lore, les écritures, les textes, les nouvelles dans le manuel. Il y avait le plaisir d'apprendre les règles. Et puis, ça s'était densifié. J'avais fait des trucs par un peu Excel. Ma mère m'avait plastifié les trucs. Donc, du coup, j'avais mes propres points que je notais des personnages. Il y avait vraiment tout ce côté presque RPG, quoi. Sauf qu'il y avait une telle implication vis-à-vis de ces figurines. Je me suis rendu compte aussi après coup. Alors, ça, c'est pas du tout moi qui l'ai faite. Mais par exemple, cette figurine-là, c'est moi qui l'ai peinte. Et en fait, mon armée des Eldar, elle était belle. Franchement, elle était belle. Euh, faudrait que j'ai fait une vidéo sur la chaîne un jour avec l'avatar. Elle était vraiment belle. Je pourrais d'ailleurs aller le chercher. Attendez. Donc ouais, comme je disais, franchement, l'avatar, c'était pas rien. Et puis ce qui était pas rien aussi, au fond, c'était de choisir son armée, quoi. Il s'agissait en fait à un moment donné, et je trouve qu'en fait, on apprenait beaucoup des gens sur pour moi en tout cas, sur, tac, sur le choix, en fait, quel était le choix de l'armée qu'ils avaient faite. Moi, par exemple, c'est très simple, j'ai pas tellement changé sur ça. C'est très simple, c'est que pour moi, c'est comme la création, il y avait un ratio. Et en fond, les Eldar, ça me paraissait les plus intéressants, les plus diversifiés. Ils avaient des magiciens, ils avaient un dieu, l'avatar, ils avaient des vaisseaux. Il y avait un ensemble. Si par exemple il y avait eu une autre armée, style les tyrannides, et que les tyrannides, il y aurait eu vraiment des créatures avec des sorciers, des trucs plus compliqués, j'aurais peut-être fait une deuxième armée. De la même manière, par exemple, si j'avais fait Warhammer normal, je serais peut-être allé du côté des vampires. Mais après, du côté des vampires, les trucs, les squelettes, tout, ça me tentait pas. Par contre, le conte, je le trouvais génial. Donc voilà, mais il y avait vraiment une forme de fascination que j'avais pour la complexité des armées. C'est-à-dire, même dans les Warhammer normaux, j'en avais pas, mais par exemple, comment on appelle ça? C'était lesquels? En tout cas, il y avait toutes les armées qui avaient les griffons. Ça, je trouvais que c'était fascinant, en fait, de voir comme ça. Et je trouve que dans les jeux Warhammer qui sont sortis, pour moi, il y a pas eu
il n'y a pas eu vraiment cette magie. Peut-être le dernier jeu qui est sorti, qui a un peu un esprit Warhammer, et qui est pour un esprit, hein, c'est Warcraft 3. Je pense que Warcraft 3 a un côté Warhammer. C'est peut-être l'un des jeux qui a le plus le côté Warhammer auquel j'ai joué, même si j'ai pas été un grand joueur de Warcraft 3. Mais pour moi, il y a un côté Warhammer. Et donc voilà, Warhammer, ouais, c'est vraiment pas rien. Je pense que, en tout cas, je jouerai au prochain jeu. Je suis content de pouvoir le faire sur PS5, s'il sort pas sur PS4. Et ça sera peut-être super, hein. Mais c'est juste que c'est un jeu. Moi, je pense que si on designait un jeu, s'il fallait designer un jeu Warhammer, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte à la fois tout l'aspect gameplay, évidemment, mais il y a aussi par le gameplay de faire vraiment ressentir des unités, de faire vraiment ressentir des lores d'univers, de faire vraiment ressentir des compétences. Et ça, c'est un énorme travail. C'est un peu, par exemple, ce qu'ont fait les équipes de Square Enix, Nomura, Hamaguchi, Kitase sur FF7 Rebirth, c'est-à-dire faire ressentir les compétences des personnages de chacun. Et là, voilà, là, il peut vraiment se passer quelque chose. Alors après, Warhammer faisait intervenir évidemment le réel aussi. On jouait sur la grande table de mes parents, avec des amis, avec des règles, avec un ami parfois qui trichait, des engueulades, des éléments de décor confectionnés bien sûr. Mais il n'empêche que je pense qu'il y avait un plaisir malgré tout, alors que pourtant c'était vraiment un truc de corps, c'était vraiment un truc de peinture, il y avait aussi un vrai plaisir intellectuel et d'imagination. Et je pense que ça, c'est possible par les jeux vidéo. Et voilà, peut-être qu'un jour, mais je suis pas sûr que le TPS, je suis pas sûr non plus que le jeu de stratégie soit la bonne solution. Pas non plus un jeu où tout d'un coup on fait que dialoguer à la Destiny. Je pense que non, ça serait un jeu vraiment entre un peu stratégie, vraiment avec du gameplay, mais à la limite Warcraft 3, il avait un truc intéressant. C'est-à-dire c'est un jeu de stratégie très clairement, mais peut-être qu'on aurait pu imaginer avec un peu plus encore un petit peu plus de dialogue, avec un mélange peut-être un peu aussi à la Diablo, je sais pas. Mais quelque chose qui mélange comme ça du gameplay stratégique avec vraiment une présence de l'histoire, avec le fait de sentir les forces, et voilà. Et peut-être aussi des pouvoirs qui sont pas répétitifs. Si il y avait eu un jeu où tout d'un coup en permanence on relance l'avatar, ça irait pas. Il faut faire aussi ressentir que chaque partie tout d'un coup a une valeur. Parce que dans le manuel, quand je me rappelle très bien de l'émotion de lire les parties écrites, retranscrites, ça c'était génial aussi. De se dire, bah voilà, il y a vraiment une stratégie, ils ont mis le personnage dans tel endroit, donc il utilise tel pouvoir, il y avait vraiment. Et encore une fois, hein, je trouve que FF7 Rebirth, ça a quelque chose comme ça. C'est un jeu assez prodigieux, quoi, sur ça. Et moi, je pense qu'un jour, je le referai en mode normal, vraiment. C'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma vie, Final Fantasy VII Rebirth. Sûrement, j'ai pas entendu beaucoup de monde, hein, sur, en tout cas, les chaînes que je suis, parler comme je le fais de FF7 Remake. J'ai entendu plutôt pas mal de monde critiquer ce jeu-là, à dire vrai. Même sur des grosses chaînes, il y avait. Je connais évidemment des gens, hein, qui ont adoré Remake et qui ont adoré Rebirth, mais dans ce qui émerge, on va dire, de connu, je trouve pas que c'est ce qui ressort. Alors que quand on parle de Last of Us, quand on parle de là, tout d'un coup, les gens ressortent vraiment une sorte d'émotion immense. Je trouve pas que concernant ces jeux FF, ça a vraiment fait ressortir quelque chose comme ça. Mais moi, en tout cas, me concernant, je trouve que c'est des jeux exceptionnels. Et donc voilà, tout ça pour revenir en tout cas sur Warhammer. Bah voilà, Warhammer, c'est culte. Il y a des jeux aussi comme ça. Là, je le montre parce qu'il est juste à côté de moi. Des jeux, hop, de ce genre. Et voilà, qui eux aussi, c'est toute une ère comme ça, des jeux avec vraiment bah, des gameplays très puissants et en même temps des vrais univers, des cinématiques, etc. etc. Et vous voyez d'ailleurs le personnage, hop, regardez, tac. Il y a un côté un peu, il y a un peu Warhammer, un peu même Gears of War, même, mais il y a clairement un côté comme ça. Et avec vraiment voilà, regardez, c'est quand même pareil. Là, il y avait, comme dans Warhammer, vraiment le côté l'aspect des unités. Après, voilà, par contre, c'est très, très, très stratégie, évidemment. Dans le cas de Warhammer, je pense qu'il y a un aspect qui pourrait être trouvé, qui serait pas que stratégique, voilà, qui serait un peu plus, pas plus compliqué, quoi, mais ouais, peut-être un peu plus compliqué en termes de narrative design, en tout cas. Voilà. Donc, voilà, je vais juste remettre. Je ferai un jour peut-être une vidéo sur mes figurines, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Je les ai gardées. Et voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo hommage à Warhammer, parce que pour moi, c'est vraiment pas rien Warhammer.
Allez, à bientôt tout le monde, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, faire connaître la chaîne. Faut pas oublier que les chaînes YouTube, en fait, ben, elles fonctionnent comme ça, que d'ailleurs c'est beaucoup plus intéressant pour une chaîne d'avoir des vrais temps de vision. En gros, quand vous n'avez pas le temps, ça sert à rien de regarder 5 secondes et de liker, il faut mieux prendre vraiment un vrai temps. Et si vous l'avez pas, bah, c'est pas grave, vous la regardez pas. Mais en tout cas, je pense que l'algorithme, il considère, c'est normal. C'est comme si on écoute quelqu'un dans la vie qu'on l'écoute pas. Je pense que il y a plus un intérêt à être dans des vrais temps d'écoute. Par contre, pas intégraux, hein. Franchement, moi, quand je fais des vidéos de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, c'est évident que les gens n'ont pas le temps. Parfois on l'a, mais bon, là, on l'a pas. Et moi, j'ai un système de chaîne où, au fond, moi, pour moi, si les gens regardent 1 minute, c'est très bien, quoi. 1 minute, 2 minutes, quoi. Mais, et puis parfois, quand c'est plus, tant mieux. Mais en tout cas, ouais, oubliez pas que voilà, on est sur quand même des vidéos, les miennes en tout cas, hein, on n'est pas du tout sur des vidéos genre ma collection qui fait 10 000 vues, 2000 vues, 3000 vues, où je me filmerais moi-même, mon visage ou quoi. On est quand même sur des vidéos, vous voyez bien, un peu particulières. Donc sauf exception, quand parfois je fais des vidéos Naruto, Spider-Man, on est quand même sur des vidéos. Alors parfois, moi, je suis pas l'historique tout le temps. Je me suis rendu compte que ma vidéo ASMR God of War, par exemple, elle a fait plus de 100 vues, elle a fait 110 vues. Donc c'est vrai qu'une fois que le temps passe, on atteint parfois du 100 vues, du 150 vues, mais bon, globalement, vous voyez, là, récemment, la vidéo sur la Game Boy Color, elle a fait plus de 75 vues. Et puis, après, il y a les temps de visionnage, hein. Vous voyez, une vidéo qui ferait 100 vues, mais qui aurait moins d'1 minute en temps de visionnage, ça fait peu. À l'inverse, une vidéo qui fait 100 vues et qui a 2 minutes en temps de visionnage, c'est plus tout d'un coup la même chose. Et puis aussi, le but, hein, c'est que ma chaîne, elle prend du temps. Ça constitue parfois de l'argent. Vous voyez, tous les jeux, les investissements. Moi, je reçois rien d'éditeur et c'est vrai que rien que le premier palier, bah, je sais qu'un jour, si j'ai des proches ou quoi qui veulent faire un don, les formules d'abonnement, je sais pas trop encore parce que je maîtrise pas tout ça. Mais en fait, bien avant les publicités, c'est vrai que même le système de don, voilà, si un jour il y a quelqu'un qui veut dire, bah voilà, je te soutiens de 10 euros parce que ça t'aide pour t'acheter je sais quoi, bah en fait, oui, c'est des vraies aides parce qu'en fait, c'est des vrais temps. C'est des vrais temps d'activité en fait, une chaîne, surtout quand on le considère avec sérieux, quoi. Et qu'on pense, même si à la limite on le pense parfois contre des personnes, mais qu'on pense que ça a une utilité. Donc tout ça pour dire que voilà, le temps, moi je demanderai jamais rien. Par contre, je serai jamais demandeur de, je mettrai pas. Moi je respecte toutes les stratégies, hein, mais je pense pas que je ferai un jour une barre qui affiche tant d'argent qu'on m'a donné ou tant d'argent dont j'ai besoin. Par contre, en revanche, je trouve que c'est absurde de ne pas le communiquer quand on en a un projet. Ce que je disais un jour de la chaîne d'un collègue, d'un ami, qui disait les choses très clairement. Il disait, voilà, c'est son activité principale. Voilà, moi, ça sera sûrement pas mon activité principale, loin de là. Mais par contre, en revanche, je communiquerai toujours sur le fait que j'ai envie que ça soit un fragment et que voilà, et si un jour le fragment, il grandit, voilà, il grandit de la même manière que même sur les très grosses chaînes. Je suis un peu d'accord, c'est-à-dire que pour moi, il y a une éthique un peu sur ça, un peu compliquée, c'est-à-dire que dans les très grosses chaînes, les gens qui ont vraiment, j'imagine, des sommes d'argent énormes, il y a une double éthique, parfois qui n'est pas totalement claire. C'est qu'évidemment, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont le droit de gagner beaucoup d'argent. Le seul élément peut-être, c'est que moi, en tout cas, si je pense à ma situation, parce que je suis à des années-lumière de ça, c'est que je me dis que peut-être qu'un youtubeur qui tout d'un coup a un revenu qui commence à être un revenu, on va dire, proche du SMIC, par exemple, et qui après, il augmente autour de ça, et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et un jour, ça devient vraiment très important. Je me dis que par contre, après, en termes de communication, il est de la même manière qu'il est important qu'un peut-être un petit youtubeur qui veut en vivre ou qui veut avoir un fragment dise, bah voilà, cette activité, elle compte pour moi, elle prend du temps, soyez-en conscients. Je pense qu'un gros youtubeur, à un moment donné, qui vit très très bien, il n'a pas de culpabilité à avoir, mais par contre, en revanche, c'est aussi sûrement important qu'il communique sur le fait que les gens sachent qu'il est confortable, très confortable. Et que du coup, bah, qu'à un moment donné, soit il va communiquer en disant voilà, l'argent que vous allez me donner, il va me permettre, ce que font d'ailleurs des gros youtubeurs parfois, va me permettre de faire des nouveaux formats, va me permettre d'inventer une nouvelle chose, de faire des voyages, d'organiser des choses. Par contre, c'est sûr, quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent et qui donnerait l'impression encore qu'il en a pas beaucoup, ça c'est limite parce que les gens qui font des dons, je trouve en tout cas, ça c'est peut-être mon avis, de la même manière qu'un magazine, quand les gens ils demandent des soutiens ou les Patreons, là je sais plus quoi, et à un moment donné, les internautes sont au courant que l'objectif a été dépassé ou complètement dépassé. Donc par exemple, un Patreon qui est complètement dépassé, les gens se doutent bien que tout d'un coup,
bah, les équipes vont mieux se payer, ils ont donc un meilleur salaire, donc une meilleure qualité de vie, pourront faire plus de projets, etc. Et après, c'est la liberté de chacun de dire, bah voilà, on continue de donner ou on arrête de donner, c'est suffisant. Ça après, c'est propre à chacun. Mais je trouve qu'il y a une petite éthique sur ça, à la fois sur des micro quantités d'argent et des grosses quantités d'argent. Mais ça, c'est mon avis. Et d'ailleurs, pour parler de quantité d'argent, Warhammer était vraiment, on va dire les choses comme elles sont, hein, ça doit l'être encore aujourd'hui, un loisir de riche. C'est-à-dire que moi, si mes parents avaient eu très peu d'argent, on ne pouvait pas Warhammer, en fait. C'était très cher. L'achat des figurines supplémentaires, les pots de peinture, quoi, vraiment, les codex, si on avait le codex supplémentaire Eldar, ouais, Warhammer, franchement, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'un très grand jeu vidéo Warhammer, il ferait du bien à des personnes, parce que tout d'un coup, on paye 80 euros, et puis, mais vraiment, il y avait des investissements de temps et tout ça, mais Warhammer était un loisir qui coûtait très très cher. C'est peut-être même l'un des loisirs que je connais qui pourrait coûter le plus cher. Parce que vraiment, les pots de peinture, je sais plus. Si ça se trouve, un pot de peinture Warhammer, c'est peut-être 10 euros l'unité, je me rappelle plus. On n'était pas en euros à l'époque, je crois. Mais voilà, c'était quand même quelque chose qui demandait beaucoup d'investissement en temps, mais aussi financièrement. Il fallait pouvoir suivre. C'était clairement des trucs qu'il fallait relier aux anniversaires, à Noël, voire pour certains tout cumuler, quoi. Parce que ouais, c'était un peu comme acheter une grosse console un peu rare, où c'était des choses qui étaient vraiment pas données. Et quand on pouvait, en plus, c'était un jeu de société, quoi, un jeu, plutôt, c'est mieux de dire un jeu, on pouvait pas en rester juste à son armée, quoi. Donc, euh, donc du coup, on avait envie de rajouter des personnages, etc., etc. Donc ouais, vraiment, ça joue aussi, je trouve, pour moi, cet aspect unique en termes de temps, en termes de patience et aussi en termes financiers. Moi, je me verrais pas aujourd'hui à la fois passer énormément de temps et puis, sauf encore une fois, dans certains trajets, quand tout d'un coup, il y a des gens, bah, tout d'un coup, c'est complètement leur trajet, quoi. D'être dans... Je trouve ça, c'est magique, hein. Il y a des gens, moi, je trouve ça génial. Quelqu'un de 40 ans, tout d'un coup, c'est complètement son trajet, ou de 5... Ça, pour moi, à tout âge. Même tout d'un coup, quelqu'un à 60 ans qui joue à un jeu vidéo, qui a une rencontre avec ça, bah, c'est génial. Mais parfois, on fait des rencontres sur ça très jeune et puis ça se reproduit pas. Mais moi, je pense pas que Warhammer, ça se refera pour moi. Mais j'ai toujours ma valise d'armée Eldar. Je pourrais tout à fait aller dans un magasin avec, mais il faudrait me réexpliquer les règles. Mais je crois que d'un point de vue esprit, je suis plus là-dedans, quoi. En tout cas, je suis plus là-dedans. Mais je prendrai en tout cas sûrement un plaisir je pense, d'acheter le jeu Warhammer. En plus, j'ai un bon dans un magasin, donc je pense qu'à la rentrée, j'en ferai un let's play intégral. Je sais pas, tout dépend de la qualité du jeu. Mais j'en ferai un let's play. À noter hein, que j'ai aucun lien, moi, avec les éditeurs. On m'a jamais contacté ou quoi, hein. Donc tout ce que je propose sur la chaîne, c'est que des achats que j'ai déjà ou des achats personnels. C'est assez énorme hein, quand on y pense hein, quand même, hein, tout ça, tout ça. Enfin voilà, prenez soin de vous, j'espère que vous allez tous bien, profitez de votre été, si vous travaillez, bon courage, si vous partez en vacances, profitez. Sentez-vous libre aussi dans vos vacances, ceux qui ont envie de faire des vidéos, faites des vidéos, ceux qui ont envie de totalement décrocher, décrochez, je crois que chacun un peu a ses rythmes, a ses équilibres, et il s'agit aussi de suivre ces rythmes, ces équilibres, mais en tout cas, il me paraît souvent important quand même en été de pouvoir relâcher, de pouvoir souffler et de repartir pour une rentrée en ayant l'impression d'avoir, voilà. Et puis même quand on travaille en été, il y a quand même les villes qui se vident, donc souvent le week-end on peut plus profiter, c'est plus aussi léger. Donc voilà, prenez soin de vous. Oh, j'allais dire, oubliez pas la crème solaire aussi, parce qu'avec les chaleurs massives qui risque d'y avoir. Et puis moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt.